C'est toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin à présent avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Afrique Magazine qui titre en une ce mois de novembre sur l'équation jeune. Plus de 600 millions sur le continent ont moins de 25 ans. Exactement. Et ils ont de plus en plus de pouvoir. En tous les cas, ils en demandent. La fameuse génération Z. D'ailleurs, c'est intéressant, mais on n'en reparlera pas forcément pour faire la révolution, mais pour changer la manière dont le gouvernement fonctionne. Et on les voit d'ailleurs à l'œuvre, notamment au Sénégal aujourd'hui, et pas seulement. À Madagascar, mais partout en fait, c'est un phénomène mondial. Face à vous, notre chroniqueur international Antoine Mariotti. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël, bonjour Ziad. Au sommaire, le retour de Cécile Kohler et Jacques Paris en France, suspendu au sort de Mardié Efsandiari, une traductrice arrêtée en France en février dernier, elle aussi en libération conditionnelle, transférée, on l'a appris aujourd'hui, à l'ambassade d'Iran ici à Paris. Donald Trump lui attribue la victoire de Zoran Mamdani à New York à l'obstruction démocrate sur le budget fédéral au Congrès. Une nuit électorale compliquée hier pour le président républicain qui a aussi vu ses opposants remporter la Virginie et le New Jersey. Et les électeurs californiens approuvaient une réforme de la carte électorale défavorable au camp du président. C'est tout de suite, on va plus loin. On ignore toujours quand ils pourront rentrer en France. Cécile Kohler et Jacques Paris, libérés hier après plus de 3 ans enfermés dans les geôles iraniennes, ont passé les dernières 24 heures à l'ambassade de France à Téhéran, en libération conditionnelle. Le pouvoir iranien lie leur sort à celui de Mardié Esfandiari, une traductrice arrêtée en France en février dernier, elle aussi en libération conditionnelle, et transférée, on l'a appris aujourd'hui, à l'ambassade d'Iran ici à Paris. Stéphanie Pérez pour France 2. Bientôt peut-être les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris seront retirés des façades des bâtiments publics. Mais pour le moment, ils ont toujours interdiction de sortir du territoire iranien. C'est donc à l'ambassade de France à Téhéran qu'ils vont suivre les tractations diplomatiques. Et il y a encore de nombreuses étapes à franchir, selon l'ambassadeur de France. Leurs passeports ont expiré, leurs visas ont expiré, donc il faut que nous leur refassions un document de voyage et que sur ce document de voyage, ils aient un visa de sortie. Donc nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, c'est dans le cadre de notre dialogue avec les autorités iraniennes qu'on espère permettre leur retour en France rapide. Au téléphone ce matin, Emmanuel Macron a demandé au président iranien leur libération pleine et entière le plus rapidement possible. Au cœur des négociations, un possible échange de prisonniers. L'Iran réclame en effet le retour sur son territoire de cette femme, Mardié Esfandiari, arrêtée près de Lyon pour apologie du terrorisme. La voici fin octobre, alors que la justice française lui a accordé une libération sous contrôle judiciaire. Ce matin, dans une troublante concordance de calendrier, elle a rejoint les locaux de son ambassade à Paris. Et les autorités iraniennes relient une nouvelle fois les deux dossiers. Les deux citoyens étrangers ont fait l'objet de la clémence islamique du pouvoir judiciaire. Notre citoyenne en France est à présent libre. Elle se trouve dans notre ambassade et nous espérons qu'elle rentrera quand son procès sera achevé. Le procès de l'Iranienne est fixé à la mi-janvier. Cette échéance pèsera-t-elle dans le dossier de Jacques Paris et Cécile Kohler? Leurs sorts judiciaires sont-ils liés? Du côté des autorités françaises, aucun commentaire. Antoine Mariotti, que sait-on à l'heure qu'il est de l'état de santé d'abord de Cécile Kohler et Jacques Paris? On sait que leurs proches alertaient ces derniers temps sur une situation d'urgence vitale. Oui, il y avait des alertes, notamment le 23 octobre, en disant que c'était vraiment une question de survie et de jour et qu'il fallait faire quelque chose. On sait aujourd'hui, selon plusieurs sources françaises que j'ai pu joindre et qui sont au cœur de ce dossier, qu'ils vont plutôt bien. Alors, ils ont pu parler à leur famille dès hier soir, au président de la République ce matin. Ils ont dîné hier soir avec l'ambassadeur Pierre Cochard, que l'on vient de voir, et avec ses équipes au sein de l'ambassade. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dépêché une équipe sur place, 2 membres du centre de crise du Quai d'Orsay. Vous avez un médecin qui a pu les examiner en fin d'après-midi pour s'assurer qu'ils allaient bien et que tout se passait bien pour eux. Et une autre membre du centre de crise qui était chargée depuis de longs mois, si ce n'est des années, du contact avec les familles, justement, et qui a l'habitude de ce genre d'expérience, qui va donc pouvoir gérer tout cela au mieux directement et rester avec
avec eux le temps nécessaire. Ils sont arrivés ce matin. À noter d'ailleurs, on me le souligne du côté du Quai d'Orsay, c'est qu'ils ont eu ces 2 renforts du français, leur visa en 2 heures seulement. Et on m'a dit ça, c'était vraiment un geste de bonne volonté des Iraniens, ce qui montre qu'on est plutôt dans une période un peu positive, espérons que ça dure, parce qu'en général, ça ne va jamais aussi vite. Et même nous, si on veut faire des visas en 2 heures, on n'y arrive pas. Donc ça, c'est une première chose. On sait en revanche qu'ils ont beaucoup maigri, qu'ils étaient fatigués, qu'ils ont réussi à faire un petit peu de sport en détention pour essayer de se maintenir un minimum. Enfin, les conditions de détention étaient indignes, étaient Paris avec a plus de 70 ans, il faut le rappeler. plus de 70 ans. Ils dormaient sur une couverture au sol, de la lumière artificielle, comme les spots qu'on peut avoir ici, 24 heures sur 24, sans lumière du jour. Ils ne pouvaient quasiment jamais sortir, c'était très rare, et c'était dans une petite cour fermée. Ils ont pu se voir en détention à de très rares occasions, Cécile Collère et Jacques Paris, me disait-on, mais dans de mauvaises conditions et sur des durées évidemment, pardonnez-moi, trop courtes. Et puis surtout, j'en reviens à ce que vous disiez sur les alertes qui étaient données, c'est que les diplomates français qui ont pu les rencontrer récemment disaient que psychologiquement c'était très compliqué, et notamment d'ailleurs pour Jacques Paris, vous rappeliez son âge à l'instant, qui était psychologiquement à bout, et c'était une situation qui ne pouvait plus attendre. Et du coup, me dit-on du côté de Paris, eh bien cette libération était devenue finalement prioritaire aussi pour les Iraniens, pour éviter de se retrouver avec un problème avec ces détenus français qui auraient pu avoir des soucis de santé. Le pouvoir iranien, qui on vient de le voir, lit leur sort aujourd'hui, celui de Mahdi Esfandiari, une traductrice arrêtée en France en février dernier, poursuivie pour apologie du terrorisme, notamment pour avoir fait la promotion des attentats commis en Israël le 7 octobre 2023. Transférée, elle aussi, on l'a appris aujourd'hui, à l'ambassade d'Iran ici à Paris. Elle bénéficie depuis 15 jours d'une libération conditionnelle prononcée contre l'avis du parquet, assortie d'un contrôle judiciaire qui l'oblige notamment à pointer au commissariat et lui interdit donc de quitter le territoire français jusqu'à son procès prévu mi-janvier. Et après, si d'aventure elle était condamnée, c'est-à-dire que le retour en France de Cécile Collère et Jacques Paris s'en trouverait compromis, Antoine. Oui, va-t-elle continuer à devoir aller pointer au commissariat maintenant qu'elle est dans l'ambassade, au sein de l'ambassade d'Iran? La question est là aussi. Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi, que l'on a aperçu il y a quelques instants, dit « J'espère qu'elle va rentrer en Iran après son procès, qui est prévu donc du 13 au 16 janvier. » Est-ce que ça veut dire pour autant, c'est ce que j'ai demandé à mes contacts français, est-ce que ça veut dire que Cécile Collère et Jacques Paris sont bloqués à Téhéran au moins jusqu'au 16 janvier ou pas, et ils me disent, écoutez, nous, notre planning, c'est pas ça. On espère qu'ils seront libérés avant. On a toujours un espoir que ça puisse être avant ce procès-là, même si on voit bien qu'il y a une concomitance, et donc qu'il y ait quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont des assurances que, condamnée ou pas, elle pourra être graciée ou libérée? Je ne sais pas. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a une réelle volonté d'aller plus vite. En attendant, ils sont, selon les Iraniens, Cécile Collère et Jacques Paris, en liberté conditionnelle. Ça, de facto, c'est vrai. Ils ont interdiction de quitter le territoire iranien. Les autorités françaises elles-mêmes n'arrivent pas à savoir s'ils ont le droit de sortir de l'enceinte de l'ambassade à Téhéran. Mais ils me disent de toute façon, ils n'en ont aucune envie, et nous, on ne va pas jouer à ça, on ne va pas prendre ce risque-là. En revanche, les Iraniens disent qu'ils ont été libérés sous caution, et ça, côté français, on m'affirme de manière formelle qu'aucune garantie financière n'a été donnée. Ça existe dans le droit iranien, on peut être libéré sous caution, mais ce n'est pas le cas, en l'occurrence, pour Cécile Collère et pour Jacques Paris. Ziad Limam, un échange diplomatique qui pose à nouveau la question des contrepartie en matière de libération de prisonniers ou là d'otages diplomatiques ou d'otages d'État, comme les appelait la France, d'autant que la contrepartie en question, elle, fait l'objet d'une procédure judiciaire ici en France et qu'il y a des lois auxquelles on ne peut pas déroger. Oui, mais je pense que tout le travail politique et des diplomates, ça va être de faire coïncider presque par un heureux hasard les procédures judiciaires en France et la négociation en Iran. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, droit, pas droit, etc. Clairement, les deux dossiers sont liés. Donc, ils sont liés maintenant. Ils n'étaient pas liés à l'origine, puisque la prise en détention ou la prise en otage de nos deux compatriotes est bien antérieure à l'affaire de l'Iranienne à Paris. Donc, il s'est peut-être trouvé aussi que c'était aussi un hasard opportun de demander la libération de cette dame ou de son expulsion vers l'Iran. Moi, je pense que
Sincèrement, je suis pas au fait de ce, mais je pense qu'il faut juste croiser les doigts dans ce genre de situation, c'est-à-dire que rien ne vienne perturber les discussions, qu'il n'y ait pas une demande supplémentaire qui arriverait entre maintenant et les processus de libération, que les Iraniens demandent que la France prenne position sur tel point ou qu'il y ait un incident ailleurs. Donc franchement, je crois que la clé, c'est la diplomatie la plus secrète possible. Il y a clairement un échange. Je ne sais pas s'il y a caution ou pas caution, on ne le saura jamais. Déjà, au Sahel, c'était compliqué. Enfin bon, toutes ces histoires, c'est extrêmement difficile. Le principal, c'est qu'ils rentrent. Un échange qui rappelle l'exfiltration de Wade Gorgi, l'interprète de l'ambassade d'Iran à Paris, soupçonné à l'époque par la justice d'un rôle dans les attentats commis en France au milieu des années 80, notamment celui de la rue de Rennes, et pour lequel les charges avaient été abandonnées, lui permettant à l'époque de rentrer à Téhéran. C'est pas tout à fait la même époque, c'est pas la même période, c'est pas les mêmes gens. Là, on n'a pas à faire, je veux dire, le profil de l'Iranienne qui est accusée d'apologie du terrorisme. Elle a rien fait péter, elle a rien fait sauter. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un. Alors, est-ce qu'elle est téléguidée? Est-ce qu'elle est agent? Est-ce qu'elle est financée par l'État iranien pour semer le désordre en France, etc. J'en sais rien. Mais je pense franchement que il y a une évolution quand même de la France sur les dossiers des otages qui sont détenus, que ce soit en Iran, mais aussi au Sahel à une certaine époque, qui est qu'on évite au maximum le marchandage. Et puis après, il y a la zone grise dans laquelle on rentre, dans laquelle il y a forcément des marchandages, mais lesquels, comment, etc. Sachant que le droit reste le droit, et à l'époque, il y avait eu la libération des otages français au Liban, Roger Hauk et Jean-Louis Normandin. Mais la raison d'État, des fois, dépasse le droit. Le juge Boulouk avait mis fin à ses jours, à la suite notamment de cette affaire. Après, les otages du Liban, c'est autre chose que là, un État avec une procédure judiciaire, même si elle n'a ni queue ni tête, parce qu'évidemment, ils ont arrêté sur des mots avec le mot, je n'y arrive pas, des sujets fallacieux, des motifs fallacieux. Merci beaucoup. On va y arriver. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il faut qu'ils ont une volonté que ça aille très vite, c'est pour éviter qu'il y ait le moindre grain de sable qui arrive d'ici là, évidemment. On en vient à l'actualité politique aux États-Unis. C'était il y a un an, jour pour jour, le 5 novembre 2024. Donald Trump remportait à nouveau l'élection présidentielle. Eh bien, à l'heure de souffler sa bougie, c'est un anniversaire en demi-teinte que viennent de lui offrir les électeurs américains, ceux de la côte Est en tout cas, appelés hier à élire le maire de New York et les gouverneurs de 2 États, la Virginie et le New Jersey. Ils ont massivement soutenu les candidats démocrates, même si l'on parle là de bastions traditionnellement hostiles aux républicains. On retiendra surtout la mobilisation exceptionnelle même à New York, où 2 millions de voix supplémentaires se sont exprimées par rapport au précédent scrutin, la plupart en faveur de Zoran Mamdani, le candidat autoproclamé socialiste, et qui remporte donc haut la main la mairie de la ville. Une victoire qui vaut autant pour son ampleur que par la personnalité du candidat. Écoutez la réaction de Zoran Mamdani. In this moment of political darkness, New York will be the light. En cette période d'obscurité politique, New York sera la lumière. Ici, nous croyons qu'il faut défendre ce que nous aimons. Que vous soyez un immigré, un membre de la communauté transgenre, l'une des nombreuses femmes noires que Donald Trump a licenciées de son emploi fédéral, une mère célibataire qui attend toujours que le prix des produits alimentaires baisse, ou toute autre personne acculée au pied du mur. Votre combat est aussi le nôtre. Your struggle is ours too. Ziad Limam, cette élection, elle ouvre une ère nouvelle aux États-Unis. En tous les cas, c'est phénoménal, au sens strict du mot. C'est un phénomène, c'est quelqu'un qui n'existait pas il y a un an, qui en un an monte une opération, une campagne électorale d'une modernité stupéfiante, basée sur les réseaux sociaux, avec une espèce d'empathie naturelle. Il prend le micro, il transforme les foules. Et il a contre lui quand même il a contre lui Trump, il a contre lui évidemment les républicains qui sont il a contre lui une partie, on va en parler, de l'establishment de son propre du Parti démocrate, et puis une campagne d'une violence sur les réseaux sociaux. Le mot islamophobie s'applique là, vraiment. En gros, c'est un agent du Hamas. 7 octobre, il était d'accord. Après, on mélange tout. Il est ougandais, il est indien, et ça, il y a tous les relents racistes de la société américaine.
Mais c'est un phénomène politique parce qu'il fait campagne à gauche, envers et contre tout, dans une ville qui est très symbolique, qui est la ville du rêve américain. Et du pouvoir financier. Oui, mais c'est la ville du rêve américain. Ouais. Et jusqu'à maintenant, cette ville pouvait parfaitement fonctionner sur le grand écart. Moi, j'ai vécu il y a un certain temps, 1 an là-bas, et j'y suis allé un certain nombre de fois. On accepte que New York soit une ville violemment, socialement ségrégée, mais parce qu'elle est dans le rêve. Et qu'on se dit que quand on est livreur, eh ben, on arrivera un jour peut-être à être je sais pas quoi, etc. Et des appartements qui valent 100 millions de dollars, qui sont au-dessus du Central Park. Et ça, c'est ce truc qui a explosé. La chanson New York, New York de Sinatra. Hein. Oui, mais c'est ce truc qui a explosé en plein vol, parce que ce que fait Mamdani, c'est de dire, en fait, les gens, ils sont pas heureux. Ce rêve n'existe pas, c'est une arnaque. Vous êtes en train de vous faire avoir. La deuxième chose, c'est la diversité de la ville. Et ça, c'est très important aussi, parce que dans les attaques qu'il y a sur les réseaux sociaux, les ultra cinglés, maintenant je les appelle, parce que franchement, il y a quelque chose là-haut qui fonctionne pas bien, qui disent, en fait, il n'est pas américain. Et en fait, New York n'est plus américaine. En fait, New York, c'est devenu une ville du tiers-monde à cause de l'immigration. Donc, en fait, pour enlever l'immigration, il faut aussi enlever les Américains d'origine émigrée. Enfin, ça va très, très loin. Donc, ça a créé, on le sent pas ici, une onde de choc dans le système. Et dernier point, ou avant-dernier point, après je m'arrête, les fissures dans la communauté juive, ça c'est très très clair. C'est-à-dire il y a une partie, c'est vrai que New York c'est la plus grande ville juive du monde. Il y a une partie des jeunes... Un habitant sur 10 est new-yorkais. Hein. Et un cinquième de la communauté juive américaine vit à New York. Exactement. Et donc il y a une partie de cette communauté qui a voté pour lui, parce que sinon il ne fait pas 50% ou 50, quelque chose. Et une partie de l'establishment qui s'est violemment opposée à sa victoire. Et puis enfin, c'est l'incarnation des deux partis démocrates. Parce que celle qui a gagné en Virginie, qui était un État d'ailleurs gouverné par... dont le gouverneur était républicain, donc c'est un flip state, comme ils disent. Elle, c'est plutôt l'école Chuck Summers, l'école, j'allais dire, modérée. Donc la vieille histoire Bernie Sanders, Hillary Clinton, qui n'a jamais été réglée, est de nouveau sur la table entre ces gens-là Cortez, Bernie Sanders, lui et d'autres probablement, et lui, il va devenir incontournable. Il y a une élection dans l'État de New York, je ne sais plus si en 2027 ou 28, le gouverneur, qui est une actuelle démocrate, elle a une marge qui est comme ça, elle ne peut pas gagner sans lui. Et donc on va voir comment les équilibres à l'intérieur de ce parti, qui est unanimement... HS en ce moment. Hein. Les sondages sont pas bons, ils sont au ras des pâquerettes, ils n'arrivent pas à s'entendre. Toutes les intentions de vote, dès qu'on quitte la côte Est et dès qu'on quitte la côte Ouest, dans le Rust Belt et les flyover states, comme on les appelle. Flyover states, ils sont ravagés pour le moment. Donc on n'est pas encore sorti la tête de l'eau. Elle montre peut-être la voie, en tout cas, au Parti démocrate, cette élection, dont le candidat désigné un peu à contre-cœur, il faut le dire, hein, par le parti, a réussi à mobiliser la plus importante participation dans la ville en plus d'un demi-siècle, Antoine Mariotti. C'est ça que ça implique quand même aussi. Oui, puis ça les bouscule sérieusement. En effet, c'est pas nouveau parce qu'il y avait Bernie Sanders. Là, ça prend une proportion qui est très importante parce qu'il est maire de New York, ce qui n'est quand même pas rien, c'est pas une petite ville. On n'est pas à Charleville-Mézières, vous voyez, ça a un impact quand même important, sans offenser nos amis de Charleville-Mézières. Et puis surtout, on a vraiment deux écoles au sein du Parti démocrate. Il y a cette nouvelle vague là qui fonctionne et qui est dans la radicalité, alors que vous avez le canal historique, qui a refusé d'ailleurs son élection à la primaire démocrate. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une primaire démocrate, il la remporte, et les autres disent « Ah ben non, on n'est pas d'accord que tu aies gagné, alors on va quand même se présenter ». Donc ça crée un schisme encore plus important au sein même de ce parti, qui, comme l'a dit très justement Ziad, est quand même complètement HS ces derniers temps, parce que c'est lui aussi, par ses erreurs, qui a fait que Trump a pu arriver et pu revenir, et qu'il n'y a pas de... aujourd'hui, on a beau parler de Gavin Newsom comme potentiel... Le gouverneur de Californie, potentiel futur candidat démocrate, ou en tout cas à la primaire, il n'y a pas une alternative et une opposition politique suffisamment forte, et rien qui crée un enthousiasme dingue. Alors après, on est loin des élections, les enthousiasmes se créent un peu plus près, etc. Mais plus que ces 3 élections d'hier, enfin, on pourrait parler du redécoupage en Californie, il y a tout de même, à mon avis, les midterms dans un an, et c'est celles-là qui vont être un vrai baromètre, plus que là, parce que là, on est davantage sur une question de démocrato-démocrate, mais à mon avis, c'est là-dessus qu'il va falloir voir davantage, et on verra s'il y a des choses qui se confirment ou pas. Pour Donald Trump, en tout cas, cette victoire, elle est la conséquence directe du shutdown, la paralysie des fonds fédéraux dont l'opposition démocrate tirerait, selon lui, un profit politique. Écoutez.
Je pense que ce sont des pilotes kamikazes. Vous savez, je viens de rentrer du Japon, j'ai parlé des pilotes kamikazes. Je pense que ces gars, les démocrates, sont des kamikazes. Ils détruiront le pays s'il le faut. Ziad, faire des démocrates des irresponsables, à l'image de Zoran Mamdani, taxé en permanence de communisme. Ces arguments martelés par les républicains, à commencer par Donald Trump, ils peuvent porter, d'après vous, auprès de l'électorat modéré américain, celui des fameux flyover states? Alors, d'abord, moi, je suis surpris de la modération de la réaction de Trump. Je pense quand même qu'il y a eu un petit choc. D'abord, par la mobilisation. Ensuite, c'est sa ville, quand même. Il n'a pas réussi, ne serait-ce qu'à fragiliser la comète Mamdani. Donc, c'est un peu, pour lui qui se prend pour un peu le centre du monde, c'est compliqué. Il y a eu plein de petites élections où ils ont perdu aussi un peu partout. Donc, il sent bien qu'il y a un vent qui n'est pas bon. Et il dit, là, il ne le dit pas, mais sur son trousse sociale, il dit, si on ne change pas les règles du jeu, et en particulier les règles du filibustering, filibuster qui a des majorités qualifiées au Sénat, on va échouer, on va perdre les midterms, mais on va perdre l'élection de 2028. Il faut absolument arrêter ce truc pour qu'on puisse mettre en œuvre notre programme. Donc il y a quand même un moment d'inquiétude, on ne va pas aller plus loin. La deuxième chose, c'est que dans le camp républicain, MAGA a tout gagné. Il n'y a plus de républicains modérés. Ou alors, ils sucrent les fraises et ils vont voter comme tout le monde en se disant « il faut que je sauve mon siège ». Mais dans le camp démocrate, la guerre culturelle est plein pot. Et quand vous dites les flyover states, mais en fait, il y a en gros la côte ouest, la côte est, Chicago. Et puis là, on peut avoir des phénomènes Zoran Mamdani, on peut avoir même Gavin Newsom, c'est quand même, il est assez, il y va quoi, il n'hésite pas à se battre, etc. Mais dès que vous êtes sur le cœur de l'Amérique, il faut des tempéraments beaucoup plus modérés. Parce que les électeurs ne basculeront pas pour un personnage comme ça. Et donc, c'est là que le jeu se joue. Et c'est là qu'il y a une vraie faillite du leadership, parce que le leadership, il faut qu'il crée la symbiose. Or, aujourd'hui, encore une fois, excusez-moi, entre Hakeem Jeffries, Chuck Schumer et Alexia Cortez et Zoran Mamdani, c'est pas un monde, c'est le socialisme. Je ne sais pas si on imagine ce que veut dire le mot en anglais. En Amérique, socialisme, c'est limite entre la peste et le choléra. Pour eux, c'est oui. Les Californiens, vous l'évoquiez, ont approuvé un texte visant à redécouper leur carte électorale en faveur des démocrates qui cherchent à compenser en fait ce qu'ont fait les républicains au Texas, sous la pression d'ailleurs de Donald Trump. Le camp MAGA pris à son propre jeu, les démocrates doivent eux aussi savoir se salir les mains, Antoine Mariotti, ou bien rester le camp de la morale, comme le préconisait en d'autres temps Michelle Obama, when they go low, we go high, elle disait à l'époque. Alors le problème, c'est que quand Ziad dit il faut quelqu'un qui soit plus modéré pour convaincre, donc concrètement, à part Los Angeles et New York et quelques... Parce que quand vous regardez la carte, tout est rouge quand même. Et encore, quand on dit à côte est, c'est nord-est. Oui, mais en population... Oui, mais quand même, quand vous regardez le reste des États, et ça compte sur les grands électeurs, tout est rouge. Et si vous êtes trop tiède, on voit bien que face à Trump, ça ne marche pas non plus. Donc c'est là où il y a un débat finalement à avoir du côté des démocrates. Et pour l'instant, Zoran Mamdani montre que ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionnera à l'échelle du pays? Je n'en suis pas certain. Il y a eu une volonté, en tout cas, du côté de Gavin Newsom, de dire écoutez, nous, vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Concrètement, au Texas, vous avez redéfini la carte électorale. Ça vous donne à peu près 5 sièges de plus. Vous êtes quasiment assuré d'avoir 5 sièges de plus à Washington lors des prochaines élections. On va faire pareil. Et là, le redécoupage voté donc pour la Californie donnerait 5 sièges de plus au Parti démocrate, ce qui équilibre. Mais il y a d'autres États qui sont en train de le faire. Missouri, Ohio, Virginie. Et là, sur l'ensemble, les républicains seraient quand même gagnants de 5-6 sièges. Moi, j'ai vu 5-6 sièges. Donc il faut faire attention jusqu'où ça va. En effet, il y a une vraie question à la fois sur la ligne à avoir pour les démocrates, sur la ligne politique pure, et sur la stratégie face à Donald Trump. Parce que si les démocrates se sont quand même toujours un petit peu excusés depuis des années. Et je reviens par exemple, on parle de la Cour suprême. La Cour suprême qui est à majorité conservatrice aujourd'hui. Mais pourquoi? Il faut se rappeler que Barack Obama, par exemple, alors qu'il était encore président, sous la pression des États-Unis, des républicains, n'a pas accepté n'a pas nommé quelqu'un alors que c'était son rôle de le faire, alors que Trump, lui, ne s'est pas gêné. Et en plus, il y en a qui sont décédés, donc il a pu en nommer encore plus. Les démocrates payent leur naïveté. Ils ont raison aujourd'hui de réagir, Ziad Limam, comme en Californie? Non, mais bien sûr, moi je dis when they go low, we go low. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. D'abord, c'est un combat perdu d'avance si on ne rentre pas dans l'arène avec les mêmes armes. Donc, effectivement, les calculs maintenant, c'est entre 2 et 5 sièges qui auraient flippé
overall, comme on dit aux États-Unis. C'est pas fini. Mais c'est pas fini, ça va continuer. Mais in fine, ils ont besoin d'un leader. Ils ont besoin d'une personnalité. Ça va se faire parce que le principe des primaires, tout ça, ça va se mettre en route. Ils ont besoin d'un leader qui incarne les deux ailes et qui réconcilie New York et le Midwest et qui reviennent donc sur des thématiques parce que dans le Midwest, tous les travailleurs, tous les cols bleus, ils sont partis là. Oui. Pourquoi ils sont partis chez lui? Parce que l'immigration, on vous vole votre travail, je vais mettre des taxes, je vais tout bloquer, vous allez voir, ça va être le paradis. C'est pas le paradis. Donc, chaque année qui passe, on va voir que c'est pas le paradis. Donc, ces cols bleus, et en particulier dans les swing states qui ont voté pour lui il y a un an, Pennsylvanie, Ohio, etc., qui sont les swing states qui sont très importants, ça se joue. Elle a perdu 80 000 voix, 70 000 voix. Donc, ça se joue sur les thématiques sociales et non pas communautaires. Ça se jouera sur les thématiques sociales à condition que les démocrates incarnent une fois pour toutes le fait qu'ils sont pour une Amérique pluriethnique et que c'est plus une discussion. C'est plus le problème. Alors que le MAGA c'est ce que prétendait incarner Barack Obama. Et c'est dire bien pour ça qu'il ne s'est pas préoccupé des questions raciales. Mais, enfin, là, on y va un peu fort. Mais bon, Barack, il a fait ce qu'il a pu. Il était quand même le premier président noir des États-Unis. C'est surtout l'héritage Biden qui est très compliqué. On pourrait faire une longue émission là-dessus. Mais en tous les cas, puisqu'on est reparti square one, c'est une question de leadership chez les démocrates. Et tant qu'ils n'arriveront pas à la synthèse de ce leadership et qu'ils ne trouveront pas quelqu'un, on va voir, hein, peut-être que Kamala Harris, bon, en général, ça ne marche pas aux États-Unis, mais mieux Donald Trump a prouvé qu'on pouvait revenir. Oui, oui. Et Nixon avant lui, après une défaite. Mais donc voilà, l'affaire est en route. Merci beaucoup. Le temps nous manque, désolé, mais en tout cas, merci Ziad Limam, Antoine Mariotti. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue. Dans un instant, on reviendra notamment sur l'ouverture demain de la COP30 et les Européens qui, in extremis, arrivent à se mettre d'accord, mais sur un compromis, vous le verrez, à minima.